poursuit cette discussion avec Franklin Pichard, en plateau, directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin. Bonjour. Merci d'être là, ravi de vous retrouver. On peut parler de 2022, mais c'est vrai que je voulais quand même avoir un petit peu votre sentiment sur l'ambiance immédiate de marché qui est un peu chahutée. 2% de rebond hier sur les actions européennes, on voit que ça ne tient pas. En tant qu'investisseur, comment il faut traiter à nouveau ce sujet pandémique, cinquième vague, plus nouveaux variants, etc. Est-ce que l'expérience passée nous apprend quelque chose de ce point de vue-là ? Oui, moi je trouve intéressant cette discussion qu'on a immédiatement après la sagesse d'un économiste, Philippe Brossard, parce qu'on s'aperçoit que les marchés ont des tempêtes dans des verres d'eau. On vient de nous donner le cap, on nous a donné des horizons, on nous a donné des statistiques qui ne sont pas trop discutable en soi. Et nous, au milieu de ça, sur les marchés, on assiste à une volatilité complètement exacerbée. Alors aujourd'hui, c'est le Omicron. On est véritablement dans des marchés qui surréagissent dans un sens comme dans l'autre, et même parfois à occulter des sujets plus importants. Il y a les sujets géopolitiques. En ce moment, la Chine avec Taïwan, la Russie qui se rapproche et qui masse des troupes à la frontière de l'Ukraine. Ça, ce sont peut-être des choses qui sont structurellement des choses qui pourraient nous embêter un peu plus longtemps. Parce que côté vaccin, et oui, tout le monde s'accorde à dire que le vaccin, il y aura. On parle, est-ce que c'est dans quelques semaines ou quelques mois ? Alexia Nguyen vient de le dire à l'instant. Elle a dit cacophonie au niveau des laboratoires. Oui. Donc on voit qu'aujourd'hui, les marchés usent et abusent de ces éléments contradictoires pour faire agir et baisser ou monter les marchés sans aucune réflexion raisonnée. Il y a peu de fondamental. C'est l'émotion qui l'emporte par-dessus tout. C'est l'émotion qui l'emporte et qui fait le jeu des algorithmes qui continuent d'œuvrer à plus de 92-93% sur les volumes quotidiens. Donc c'est au milieu de ça que nous, investisseurs qui défendons les intérêts de particuliers, on doit exploiter et essayer d'utiliser au mieux ces investissements, les investissements et ces informations. Comment on intervient alors ? S'il faut intervenir dans une phase comme ça, s'il y a des opportunités ou peut-être une prudence à adopter, comment est-ce qu'on intervient là dans cette phase de marché qui est plus émotionnelle ? Alors vous-même avez évoqué l'information du jour avec Apple. Ah oui. Apple, effectivement... Je ne sais pas si c'est l'info du jour, mais en tout cas c'est marquant quand même. C'est marquant. On passe d'un sujet d'offre à un questionnement peut-être sur la demande future. Oui, parce que sur Paris-Amsterdam, on voit STMicro, Soitec ou SML qui baissent, on voit Zurich AMS, et puis on voit à Francfort Infineon qui baisse. Donc c'est le secteur qui est un petit peu emmené avec la vague. Et pour nous, oui, bien sûr, il y a un sujet. Il y a un vrai sujet, mais ce sujet, il n'est pas tombé aujourd'hui. Et ces titres-là ont eux-mêmes très fortement corrigé en d'autres temps, d'autres moments, et ont immédiatement réagi et sont repartis à la hausse. Rentrez quand vous avez ASML qui baissait de 4% tout à l'heure, quand vous avez STMicro qui continue par les analystes, les fondamentalistes, d'avoir des objectifs largement supérieurs, ce sont des opportunités pour revenir sur ces titres-là. On a des portefeuilles qui, pour des raisons X ou Y, étaient plutôt orientés vers une économie classique. C'est l'occasion, quand on a raté le coche, de pouvoir revenir et de rentrer sur des titres de tech comme ça. Parce qu'effectivement, oui, les problèmes sont réels, on les connaît, vous les évoquez en permanence, mais ça ne justifie pas des variations et des coups de ciseaux pareils sur ces titres. Donc ce sont des points d'entrée, bien évidemment. Il y a un secteur aussi alors qui est intéressant, c'est le secteur aéronautique, pris à nouveau dans la tourmente avec la vague, fermeture des frontières, etc. Mais je me souviens qu'il y a 10 ou 15 jours à peine, c'était le salon aéronautique de Dubaï, et c'était quand même la foire aux bonnes nouvelles de ce point de vue-là. Airbus engrangeait une jumbo commande, la plus grosse commande post-Covid, je crois plus de 200 ou 250 appareils. C'était quand même un signal fort, je dis à l'époque, c'était il y a 15 jours, un signal fort quand même de perspective qui commençait peut-être à s'améliorer enfin pour ce secteur aéronautique à travers les constructeurs, les équipementiers et certaines compagnies aériennes également, qui commençaient peut-être à voir comment tirer profit aussi de cette situation.
Comment ça résonne aujourd'hui qu'on est reparti dans un épisode pandémique? Safran publiait ses objectifs ce matin, je crois. Oui, c'est cela. C'est à la faveur d'une réunion d'analystes, en amont d'une réunion d'analystes, que Safran a fait part de ses objectifs 2021-2025, avec une croissance de 10%, avec une MOP, une marge opérationnelle qui devrait croître de 5 points par rapport à 2021. On devrait atteindre 16 à 18%. Vous évoquiez à l'instant Dubaï. Dubaï, pour Airbus, c'est 408 commandes de machines. Et Boeing, c'était plus de 80 à date. C'était le 18 novembre, à la fin, bilan de Dubaï. Et en ce qui concerne le Safran, donc oui, vous avez raison, mais aujourd'hui, on les rejette au panier parce qu'effectivement, il y a à nouveau un peu de pandémie. Mais ces commandes, même si elles ne seront pas toutes honorées, ça donne une direction, ça donne un sens. Et sur Safran, la particularité de ce groupe, c'est que effectivement, derrière, ils l'ont bien dit, c'est sur les équipements, c'est sur le service, oui, c'est ça. Les services entre guillemets après-vente. Et Safran vend aussi bien à Boeing qu'à Airbus. Ils vendent à tous les constructeurs. Donc, oui, en plus, quand vous ne faites pas voler un appareil, eh bien, vous lui assurez quand même ses équipements et sa maintenance. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une véritable place et que cette défiance aujourd'hui pour l'aéronautique, aujourd'hui, comme vous le dites très justement, ce qui n'était pas le cas il y a 10 jours ou 15 jours, eh bien, la roue va tourner, mais Safran donne un message clair, mais derrière ça, c'est l'ensemble du secteur aéronautique qui ne devrait pas pâtir pour une question encore de courte durée conjoncturelle des méfaits de cette pandémie. Donc il faut tenir sur ce genre de position, vous dites, quand on est particulier, qu'on a la chance peut-être d'avoir des horizons de temps un peu plus longs, de ne pas être contraint en termes de gestion de son portefeuille par des benchmarks, des références, des indices. Ces positions-là, vous dites, même s'il y a un peu de stress pandémique de retour, il faut les tenir. Il faut les tenir et il faut sortir de cet horizon fin d'année ou à 1 mois ou 2 mois. Je pense qu'il faut être bien au-delà. Je pense que les sujets, il faut tenir ses positions. Et puis les autres sujets, c'est le shutdown demain, ça va être le plafond de la dette le 15 décembre. Est-ce qu'on aura un rallye de fin d'année? J'ai l'impression qu'on l'a eu toute l'année, le rallye. On remet une couche sur les 4 semaines. C'est vrai. Est-ce que la saisonnalité a encore un sens je pense que au terme de cette année 2021? D'autres années, vraisemblablement, je pense aussi, oui. Semaine 50, c'est la semaine qui va concentrer tous les enjeux de fin d'année. Donc vous avez dit plafond de la dette le 15, on verra comment le sujet est traité d'ici là par le Congrès américain. Et puis réunion de banque centrale, Fed, Banque centrale européenne, Banque d'Angleterre, toutes ces banques se réunissent. Donc la semaine 50, 14, 15 et 16 décembre. Je voulais qu'on dise un mot aussi alors de Hermès, la star de l'année sur le marché parisien au sein du CAC 40, même si le titre baisse un petit peu aujourd'hui. On a eu la confirmation qu'Hermès, pas seulement Hermès et Richemont, maison mère de Cartier, entre autres, dans la joaillerie, vont intégrer l'Eurostock 50 au 20 décembre prochain. Il y a déjà LVMH, j'imagine, Kering sans doute, j'ai pas vérifié toutes les composantes, mais ça, on va avoir un poids du luxe. Enfin, l'Eurostock 50 va ressembler de plus en plus au CAC 40 et aux Champs-Élysées, dit Philippe Brossard. Et aux surpondérations du luxe. À la place Vendôme et aux Champs-Élysées. Ça devient un driver des marchés. JP Morgan l'avait indiqué il y a 1 mois environ que Hermès allait rentrer et le titre s'était envolé. C'est grâce à ça qu'il avait connu son dernier beau parcours boursier. Les investisseurs vendent la nouvelle aujourd'hui, c'est un grand classique en bourse, mais en revanche pour Richemont c'est un peu une consécration parce que Richemont a eu des passages plus compliqués qu'Hermès, c'est le moins qu'on puisse dire, et là je trouve que c'est vraiment un bel excessite pour Richemont, mais là où aussi on salue le luxe et les marques de Richemont, donc Cartier, donc c'est vrai que c'est un beau dossier aussi. Et Hermès, quand on en a et qu'on a bien profité, on garde, on dort dessus. Hermès, on dort dessus. Ouais. On dort dessus. Je sais pas. On serre son sac très fort. Je demande parce que c'est la valeur la plus chère du CAC. Moi, ce qui me frappe, on fera le bilan de cette année dans quelques semaines, mais si on prend les performances à date sur le CAC 40 depuis le 1er janvier, on trouve Hermès en tête, plus 86%. C'est ça. Et puis vient très vite derrière un titre comme Société Générale. Oui. C'est vraiment 2 valeurs polaires, quoi. Oui, complètement. Et oui, mais c'est le reflet. Non, dans l'histoire bien sûr, mais sur cette année 2021, je trouve que c'est assez emblématique de
ce grand écart permanent des investisseurs. C'est vrai, mais en même temps, si on se replace en début 2021, on remettait une place pour les bancaires. Bien sûr. Et le luxe, on le gardait malgré le parcours passé. Et donc les deux valeurs, effectivement, illustrent ces choix de début d'année et les amplifient effectivement largement. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Franklin Pichard, donc, qui était avec nous, directeur général de Kipling Finance, tous les 15 jours, le jeudi, dans Smart Bourse. Et Philippe Brossard, je le rappelle, chef économiste et directeur de l'ISR d'AG2R, la mondiale, pour cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.